On connaît tous la phrase de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune en 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Depuis 1972, plus aucun homme n'y était retourné. Mais avec la mission Artemis lancée par Donald Trump, les États-Unis repartent à la conquête de l'espace. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars. Je dois dire que je n'avais jamais pensé à questionner le bien fondé de ces expéditions, que ce soit pour aller sur la Lune et pourquoi pas un jour sur Mars. Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir d'excellentes raisons scientifiques de le faire. Arnaud Saint-Martin a complètement changé mon regard sur ce sujet. Il est sociologue des sciences au CNRS, spécialiste des activités spatiales et co-auteur avec Irénée Regnault d'une histoire de la conquête spatiale. Leur livre raconte la construction de l'évidence spatiale et il montre comment la communication sur les recherches scientifiques a éclipsé les usages militaires et commerciaux de l'espace. L'exploration humaine de Mars a-t-elle le moindre intérêt scientifique ? Comment s'est affirmé le paradigme de la conquête dans l'histoire spatiale ? A-t-on besoin d'aller dans l'espace ? Le programme Artemis, qui projette de retourner sur la Lune d'ici 2026, a d'ores et déjà commencé à réaliser des lancements de tests qui attirent des centaines de milliers de spectateurs. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a depuis quelques années un revival de la frénésie spatiale, du goût pour la conquête spatiale ? Alors, il y a un revival dans le sens où il y a de l'argent maintenant qui coule à flot, alors aux États-Unis, mais aussi quand même en Europe, en Asie, au Japon, en Inde, qui a posé aussi récemment un atterrisseur. Donc, il y a un engouement pour la Lune, qui est un engouement assez étonnant, puisque il y a déjà eu, à un moment donné, un équipage en 69, et tout le monde s'en rappelle, ceux qui étaient présents, avec beaucoup de trémolo, ils vous diront, oui, j'étais là, j'ai regardé la télé, c'était en noir et blanc, et toute la famille était réunie, tout le village. Bon, il s'est passé quelque chose de très fort. Ce que proposent les États-Unis, c'est de revivre à peu près la même chose, ce qui est intéressant du point de vue de la répétition. Ils le font tout en construisant un récit. Alors, un récit déjà de mobilisation de l'Amérique. Alors, il y a eu le moment Make America Great Again sous Trump, qui est finalement en continuité sous l'administration Biden, qui a voté les crédits aussi d'Artemis. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a planté une nouvelle fois un drapeau ? Et le récit qui est aujourd'hui vendu par la NASA et le pouvoir politique, c'est de dire on va occuper durablement. Ce qui résout toujours pas la question du pourquoi. Occuper durablement, ça veut dire poser une base, de l'infrastructure, y entreposer du matériel, et éventuellement y exploiter le sous-sol. Et ce que je trouve intéressant du point de vue sociologique et de l'analyse presque de sciences politiques, c'est que tout ça repose par moments sur des espèces d'incantations, des sauts dans le vide, des justifications tautologiques, autoréférentielles. On y va pour y aller. C'est comme la Station spatiale internationale sur laquelle on pourrait revenir. C'est pour assurer une présence. Mais une présence pour faire quoi ? Eh bien, pour assurer une présence. La Station spatiale internationale, qui est en orbite autour de la Terre depuis l'an 2000 et qui accueille en permanence des astronautes comme Thomas Pesquet, a coûté 150 milliards de dollars à assembler. C'est le laboratoire le plus cher du monde. D'où la légitimité de la question sur l'intérêt scientifique de la chose. En ce qui me concerne, j'ai toujours cru qu'on s'y livrait à de la recherche de haute voltige. Et de fait, le livre montre bien comment le rôle de l'astronaute a évolué dans le temps. Au début, c'était plutôt des pilotes de chasse intrépides, un peu cow-boys. Et puis à partir des années 70, on a plutôt recruté des profils scientifiques. Alors, ça fait partie des constructions qu'on essaie d'interroger, pour le dire de façon euphémisée, parce que la grande question, c'est est-ce qu'on fait de la science à bord ? Et quel type de science on fait ? Et est-ce qu'on envoie des scientifiques ? En fait, pas vraiment. Pas vraiment des scientifiques, surtout des ingénieurs, des gens qui auront éventuellement passé des diplômes de sciences pour être un peu au courant de ce qu'ils font sur place. Mais en vérité, et ça vaut d'ailleurs largement pour Apollo. À la fin, on a envoyé un spécialiste de géologie. C'était quand même utile pour aller forer dans les régolithes. Mais in fine, on se contentait de soldats qui allaient ramasser de la pierre. Et ça suffisait pour les rapatrier, etc. Mais de la science faite par des astronautes, l'essentiel, en fait, c'est de la science sur eux-mêmes.
C'est aussi une expression un peu mesquine que nous utilisons. On est passé finalement du cow-boy au cobaye. C'est à un moment donné où l'astronaute devient son propre principe d'étude. Pourquoi on fait de la science sur place ? Pour essayer de comprendre les effets de la microgravité sur le corps humain. C'est 50% des expériences, largement, quand on regarde. Et pourquoi on fait ces expériences ? C'est pour penser l'humanité dans l'espace. Mais ça pose toujours pas la question de pourquoi on envoie des humains dans l'espace. En fait, là, vous concentrez surtout vos critiques sur le vol habité. C'est ça dont on peut douter, parce que sinon, les sciences du climat, l'océanographie, les satellites sont extrêmement utiles pour la science. Bien sûr que c'est super indispensable d'avoir des satellites d'observation de la Terre, notamment. Je pense qu'il faut le financer lourdement, parce que ça permet de produire de la bonne science. Ça permet aussi d'équiper par moment la décision politique, quand elle prend acte de certains constats et diagnostics de la science, qui n'est pas toujours le cas, hélas. Je pense notamment au scénario du GIEC. Une bonne partie des données qui servent à modéliser le devenir du système Terre, notamment le climat, c'est des variables climatiques, scruté par les satellites. De la même façon, il y a une science spatiale, de l'astrophysique spatiale. Le James Webb Space Telescope, par exemple, c'est 10 milliards, 11 milliards. C'est un peu cher. On pourrait se dire, à quoi bon ? À quoi bon, en l'espace d'un an, 2 ans, le nombre des découvertes qui ont été faites grâce à ce télescope spatial, c'est foudroyant. Donc oui, il y a de la science. Ce qu'on observe néanmoins, et là c'est quand même l'argument, c'est que beaucoup d'arbitrages politiques, notamment aux États-Unis, en matière de politique spatiale, sont en faveur du vol habité, au détriment de ses usages. Il ne s'agit donc pas de nier l'intérêt de la science spatiale en général, mais de relativiser l'intérêt scientifique de l'exploration humaine, par exemple sur la Station spatiale internationale, qui est pourtant très mise en avant dans les médias. Or, cet accent sur la science a tendance à faire diversion et à occulter les autres usages de l'espace, à commencer par l'usage militaire. Or, l'histoire de l'aérospatiale est avant tout une histoire militaire. Les bases techniques des fusées ont été jetées dans les années 30 par l'Allemagne nazie, qui a mis au point les V2, des missiles guidés qui seront ensuite requalifiés en fusées pour les besoins de la conquête de l'espace après la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1945, les ingénieurs nazis comme Werner von Braun ont été massivement recrutés par les États-Unis, et c'est lui qui développera pour la NASA la fusée Saturn V, qui ira sur la Lune. Et quand on dit fusée, c'est la version euphémisée, consensuelle, pour dire en fait missile, quoi. C'est exactement la même technologie qui va être requalifiée, comme vous le disiez, recyclée pour un usage pacifique, pour la science, etc. Mais fondamentalement, c'est les mêmes artefacts. Par exemple, la fusée Jupiter, qui va satelliser première sonde américaine, c'était un missile balistique intercontinental. Et d'ailleurs, la NASA, toujours à travailler avec l'armée. On évoque à un moment donné la navette spatiale, dont le design technique, notamment sa capacité d'emport, a été conçu pour servir les usages du renseignement, de la CIA, le déploiement de satellites militaires qui était très lourd à l'époque. Donc les capacités d'emport étaient largement dépendantes, et en tout cas conçues comme telles, pour servir des usages proprement militaires. L'espace a donc d'abord été un enjeu militaire, le principe directeur depuis la guerre froide étant que celui qui contrôle l'espace contrôle la Terre. Mais à côté de ce volet militaire, les agences spatiales ont toujours eu un mandat commercial. Très tôt, parmi les usages qui ont été pointés, il y a les télécommunications via l'espace, avec la télévision par satellite, la téléphonie, mobile plus tard, et Internet bien sûr. Donc c'est une économie très dirigée via les agences, avec des opérateurs en fait parapublics, qui vont structurer à un moment donné une économie de l'espace. Par moment, on parle d'astrocapitalisme d'État. C'est quand même, pour moi, c'est une évidence. Quand on enlève les budgets militaires ou des agences spatiales, tout s'écroule. Vous empruntez le concept de spatial effects au géographe marxiste David Harvey. Comment est-ce que ces théories vous aident à penser cette marchandisation de l'espace ? Globalement, l'idée, elle est très simple. C'est de dire le capitalisme traverse des crises en permanence, d'accumulation. Il faut trouver des points de fixation du capital qui permettent de réengranger de l'activité, voire même parfois de la spéculation, de la financiarisation, etc., de générer des profits encore. Et là, on a une espèce là aussi de point de fuite, mais cette fois-ci économique, qui s'ouvre, une nouvelle frontière de l'accumulation. Et le special fix, c'est l'idée d'une nouvelle fixation du capital, avec des investisseurs qui, à un moment donné, vont parier sur cette accumulation du capital et de nouveaux débouchés potentiels.
David Harvey est un géographe britannique important qui a exploré la dynamique d'expansion physique du capitalisme. Son concept de spatial fix n'est pas évident à traduire, d'autant qu'il renvoie à un jeu de mots en anglais. Fix, c'est à la fois la solution, et le fix, le shoot de drogue du junkie, l'idée étant que le capitalisme est sans cesse confronté à des crises et que pour maintenir le taux de profit, le capital doit toujours se déplacer dans une sorte de fuite en avant permanente. D'abord, il va coloniser des territoires à la recherche de main-d'œuvre à bas coût. Ensuite, il va aller exploiter les ressources des fonds marins. Et puis l'étape d'après, c'est la prédation de l'espace. Arnaud Saint-Martin donne l'exemple de l'Internet spatial que développent des gens comme Elon Musk et Jeff Bezos et qui vise à fournir un accès ultra rapide à Internet partout dans le monde grâce à des constellations de milliers de satellites en orbite basse. Et ça pose par exemple la question des méga constellations d'Elon Musk, Starlink, etc., qui ont tendance à polluer l'orbite basse. Qu'est-ce que c'est une méga constellation ? Alors, c'est une flotte de satellites. D'ailleurs, on ne devrait pas dire constellation parce que c'est beau, une constellation, c'est des étoiles, c'est magique. Là, on a plutôt affaire à des grosses infrastructures qui se déploient à marche forcée. On a du mal à imaginer la chose, mais en l'espace de 5 ans, SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, est devenue premier opérateur de satellites au monde, avec 5500 satellites aujourd'hui. Enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le spatial, il y a maintenant 15 ans, c'était le nombre de satellites qu'il y avait en l'air. Donc vous imaginez le changement d'échelle, quoi. Et c'est que le début. Et quand on fait de l'astronomie, amateur notamment, on voit des traînées en permanence. Quand vous faites moi je fais de l'astronomie amateur depuis mon jardin, en permanence, vous voyez des stries, c'est rayé de satellites. Cette marchandisation de l'espace produit donc une pollution orbitale et des traînées lumineuses qui empêchent justement les astronomes d'observer les astres et de travailler, par exemple, sur la détection d'exoplanètes. Mais à côté des télécoms, qui représentent le plus gros de l'économie spatiale, il y a d'autres marchés. Certains sont liés bien sûr à la défense, d'autres au tourisme. Et puis il y a des activités plus spéculatives qui reposent sur des projets qui ressemblent parfois plus à de la science-fiction qu'autre chose. Alors par exemple, le minage d'astéroïdes. Imaginons les ressources que recèlerait tel ou tel astéroïde, des ressources précieuses, rares, qu'on pourrait rapatrier avec des applications futuristes. Et là, ça permettrait d'ouvrir des marchés dingues, voire même de résoudre les contradictions sublunaires du capitalisme terrestre, quoi. C'est-à-dire, là, à un moment donné, on résout le problème de la déplétion des ressources. Là, on a une espèce de spéculation d'un extractivisme cosmique. On est en plein dans ce que les auteurs appellent une économie de la promesse. Et les entreprises communiquent sur ces projets grandioses pour lever des fonds, mais globalement, ce n'est pas par l'aspect économique que l'on fait vibrer les gens. Et c'est là qu'on en revient à l'importance des vols habités, des images d'astronautes dans l'espace ou sur la Lune. Ce sont elles qui suscitent un engouement. Mais si on remonte aux années 60, l'idée de dépenser des millions pour envoyer un homme sur la Lune, ça n'allait pas de soi. C'était pas du tout évident d'envoyer des humains. D'ailleurs, dans les premières capsules, il fallait être un peu courageux, voire carrément suicidaire, parce que on est complètement recroquevillé. Il n'y a même pas de hublot. Enfin, c'était pas forcément designé au départ pour qu'on y mette des humains. D'ailleurs, on y mettait plutôt des singes, des rats, des chiens. Et la plupart d'ailleurs ont péri. Voilà, c'est un massacre. Apollo 1, ils ont tous grillé dans la capsule qui a pris feu. Enfin, c'était atroce. D'ailleurs, ça a failli mettre en question le programme Apollo. Donc, objectivement, c'était une tâche très dangereuse. Quand on regarde les sondages de l'époque, une bonne partie des Américains se disent c'est une dépense complètement irrationnelle. C'est le cas encore aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur la Lune ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter simplement de l'observer à distance ? Est-ce qu'on a besoin de poser des humains sur place ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants ? Désalinisation de l'eau des océans pour la récupérer. Alors la désalinisation de l'eau des océans, c'est quelque chose que le président John Kennedy avait envisagé comme grand chantier symbolique susceptible de démontrer la supériorité américaine face aux Russes. Et puis finalement, il s'était laissé convaincre de choisir la Lune. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. Ce qui est important de noter, on parle avec Irénée Regnault d'évidence spatiale, c'est qu'il a fallu construire le consentement à cette décision. Il a fallu organiser une forme de propagande, et j'utilise le terme à dessein, puisque c'était le terme qu'on employait à l'époque de façon tout à fait neutre. Donc une propagande organisée depuis la NASA, avec beaucoup d'argent fléché, par exemple, sur le programme des astronautes,
les astronautes qui vont incarner à un moment donné ce rêve spatial. Et donc il a fallu faire des castings déjà, côté soviétique ou côté américain. On les connaît, c'est les Mercury 7, etc. Il y a eu quantité de films, l'étoffe des héros sur ces gens. Et eux, en fait, on fait partie des premiers à codifier un rôle, quoi. À le côté casse-cou, et en même temps, bon soldat. On obéit aux ordres, pas toujours complètement d'ailleurs. Il y a un côté presque indocile parfois du militaire qui commence à se savoir exceptionnel, donc il commence à négocier. Nous, on veut des hublots, on veut que ça s'appelle un spacecraft, et puis en plus on sert l'Amérique. Machin. This is the story of the special few at the very top. The elite brotherhood whose achievements inspired a nation and captured the imagination of the world. These are the men who had the right stuff. Dans l'ouvrage, on essaye d'interroger le désir d'espace. Des gens comme Wernher von Braun, qui est quelqu'un d'important dans cette histoire, qui va organiser avec des gens comme Walt Disney aussi des documentaires pour mettre en scène, en images, en représentation, en discours, cette épopée lunaire, et toute une pop culture qui va s'aligner sur la décision de Kennedy et va donc produire cette adhésion. Where man is dedicated to just one cause, the conquest of space. Here below us, a small city has been created to house the scientists, engineers and technicians on whose shoulders rests the tremendous responsibility for this great adventure. Nous, on parle d'astroculture. Alors, on n'est pas les premiers à le dire. C'est Alexander Geppert qui a façonné cette approche d'une culture qui serait spécifique à l'idée d'espace. L'idée même d'espace, qui est une construction culturelle. Le moment où on va différencier l'espace aérien de l'espace tout court exo-atmosphérique, c'est fin des années 50. C'est des décisions un peu au doigt mouillé. On va dire, c'est entre 80 et 100 km l'espace. Et donc là, on a une construction symbolique, l'espace, ce qui sous-entend que l'espace, on y navigue. C'est l'astronautique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas simplement quelque chose que vous observez à distance, c'est devenu un milieu qu'on va conquérir, dans lequel on va naviguer avec des vaisseaux, des fusées, des artefacts divers et variés. La notion même d'espace est donc une construction symbolique qui va de pair avec l'émergence du paradigme de la conquête qui réactive l'histoire américaine de la conquête de l'Ouest où la mystique de la frontière joue un rôle important. La notion de frontière dans le sens américain du terme donc, qui renvoie aux vastes plaines vierges aux confins du territoire civilisé. L'espace serait donc ce nouveau Far West sauvage à domestiquer. Mais même en dehors des États-Unis, cette idée s'inscrit plus largement dans une certaine vision biologique de l'être humain fondamentalement conquérant, une vision que l'on trouvait tout aussi bien en Russie par exemple. Konstantin Tsiolkovsky, qui est un des pères de la cosmonautique, lui pensait qu'il fallait que l'humanité se réalise dans le cosmos. Et donc là, il y a toute une construction de l'humanité en tant qu'elle doit quitter son berceau. C'est l'image de Tsiolkovsky, qui va être reprise dans les récits de science-fiction, qui va être reprise comme une espèce d'argument essentialiste il faut y aller. La Terre est le berceau de l'humanité. Mais qui a envie de passer sa vie dans un berceau ? Un de ces ressorts importants, c'est la construction de l'évidence spatiale, qu'il faut y aller, que c'est nécessaire. Et tout ça emprunte à un registre de biologisation. Mais c'est dans l'ADN de l'humanité. C'est quelque chose qui est puissamment dans les gènes des humains. Depuis Lucie et le grand rift africain jusqu'à Thomas Pesquet, il y a un truc qui nous habite, il faut qu'on explore. Mais c'est complètement fou, ça Je sais pas. Moi, je suis sociologue, j'analyse ce qui habite les croyances, etc. Ouais. Et là, ce que je remarque simplement, c'est qu'il y a plein de gens pour qui ça ne résonne pas. D'accord. Donc c'est pas forcément... si vous sondez quelqu'un dans la rue en lui disant « Mais est-ce que tu es habité par le désir d'espace ?» Il y a des gens qui disent « Non, là, j'ai juste envie d'aller faire mes courses. » Ouais, c'est pas un truc qui me tient vraiment au corps. Il y a plein de gens qui considéraient que vous pouvez parfaitement mettre des robots automatisés, envoyer juste des capteurs si c'est pour prendre des photos. De fait, il y a eu d'énormes progrès dans l'intelligence artificielle et la robotique. Si on regarde ce qui se passe avec Mars, qui est présenté comme la prochaine étape naturelle après la Lune et la station spatiale, il y a déjà des robots sur place qui réalisent des analyses intéressantes de l'environnement. Mais pour quelqu'un comme Elon Musk, ça ne suffit pas. Il faut que des êtres humains y aillent, alors même que ce serait un voyage extrêmement long, cher et dangereux. Selon les scénarios admis aujourd'hui, ça va leur prendre à peu près 6 mois. Donc pendant 6 mois, ils vont se payer des tempêtes solaires, des radiations cosmiques, la microgravité encore, si on n'arrive pas à trouver de moyens de créer de la gravité artificielle. Et on ne sait pas dans quelles conditions ils vont atterrir, ces humains. Et peut-être qu'ils seront complètement liquéfiés par 6 mois de voyage. Et ça se trouve, ils se seront entretués avant, parce que se pose la question de la coexistence entre ces
personne. Hein. Donc il y a toute une réflexion où on sollicite les sociologues, les psychologues, voire les psychiatres sur qu'est-ce que c'est que de vivre en milieu confiné. Donc il va falloir se poser, ensuite attendre la prochaine fois où on pourra revenir sur Terre, parce qu'il faut une conjonction Mars-planète Terre pour qu'on puisse revenir. Et surtout avoir le carburant pour repartir, mais ça c'est une autre question. Qu'est-ce qui va se passer sur place ? On revient comment, dans quel état ? C'est tellement, c'est plus qu'un saut dans le vide, quoi. C'est abyssal. I did not die on Sol 18. If the oxygenator breaks, I'm going to suffocate. If the water reclaimer breaks, I'll die of thirst. If the hab breaches, I'm just going to kind of implode. And if by some miracle none of that happens, eventually I'm going to run out of food. Je tiens quand même à dire que nous sommes en 2024 et Mars était promis déjà par Elon Musk il y a quelques années, en 2024. Hein, et il était copieusement applaudi à l'époque et commenté dans toute la presse internationale en disant mais quelle audace, quelle vision. Oui, c'est une vision, mais comme on pouvait avoir des visions à Lourdes, par exemple. Oui. At first, you're going to have to live in transparent domes, but eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you with want, a blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's a long way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a super villain. Comment est-ce que vous analysez les fantasmes d'Elon Musk de terraformer Mars, de rendre Mars habitable ? Vous posez la question en indiquant qu'il s'agit de fantasmes, mais évidemment, ce sont des fantasmes. Et là, on a affaire à une espèce de relance par la voie fantasmagorique de ce rêve martien, de colonisation martienne. Les visions des années 50-60 sont pas complètement différentes. Hein. Von Braun a écrit un livre, Projet Mars, en 52. C'est à peu près la même chose. Hein. Vous avez une espèce de cité qui est plantée là, très rationnelle. On voit pas d'humains, ou très peu. Ou sinon, ils vivent dans des dômes, ou même dans les cavernes. Je pensais qu'on était sorti de la caverne. Là, en fait, on la réinvente sur Mars comme une espèce d'utopie à construire. Alors il faut savoir que même si la perspective d'un vol habité sur Mars est très lointaine, il existe depuis les années 80 un tas de programmes qui simulent sur Terre la vie sur Mars. Ces deux ingénieurs français expérimentent ces combinaisons souples qui les protègent du froid à moins 60 degrés, mais permettent de meilleurs mouvements sur une planète où la gravité est 3 fois plus faible, loin de toute civilisation. Ils sont promus par certaines entreprises, start-up comme le futur martien, mais en fait, ce qu'ils vendent, et ils le disent d'ailleurs, c'est dans tous les dépliants commerciaux, c'est la vie sur Terre qu'ils sont en train de penser. Les premières expériences, c'est dans les déserts qataris ou dans les déserts américains. Il y a déjà des expériences qui sont organisées. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la vie sur Terre est vraiment compromise et la futurologie spatiale et notamment martienne aidera l'humanité à s'adapter à un futur qui est fondamentalement insoutenable. Finalement, ces expérimentations nous en disent moins sur Mars, où on n'ira peut-être jamais, que sur notre vision plus ou moins consciente de notre avenir incertain sur une Terre de moins en moins habitable. Le philosophe Jean Baudrillard en parle très bien dans un texte de 1991 où il commente Biosphère 2, un projet qui consistait à créer dans le désert de l'Arizona un écosystème viable à l'intérieur d'un dôme scellé, complètement isolé du monde extérieur. Il a écrit un texte assez merveilleux et assez lucide sur les fictions d'existence capsulaire, et il montre que ça se passe pas très bien et que c'est une espèce d'extrapolation presque absurde de l'Amérique qui vit sous air conditionné dans son autarcie presque morbide, dans un fantasme de confort matériel entre gens de bonne compagnie, blancs, etc. La planète réelle, supposée condamnée, y est sacrifiée d'avance à son clone, miniaturisé, climatisé, destiné à vaincre la mort par la simulation totale. Jadis, c'étaient les morts qu'on embaumait pour l'éternité. Aujourd'hui, ce sont les vivants qu'on embaume vivants dans la survie. Je parlais de ligne de fuite, mais en fait, elle est terrestre. Et les experts, les futurologues, y compris dans les agences spatiales, ont une espèce de double discours qui consiste à dire colonisation martienne, mais en fait, quand ils disent colonisation martienne, ils parlent d'adaptation à un devenir du système Terre qui est aujourd'hui largement contraint et, pour certains, perdu. Et donc, ces fictions ont un usage aussi politique
très clair, qui est celui d'accompagner une forme de fatalisme. De la même manière que quand on va dans une navette pour aller à Mars, on doit se confiner, en fait, on sera sans doute amené, comme on l'a déjà fait pendant le Covid, à se confiner de plus en plus. Bien sûr. C'est l'idée, c'est les bunkers, c'est bien sûr notre urine, tout ça. Exactement. Donc l'avenir de l'humanité tel que le promeuvent les partisans de la colonisation martienne, c'est donc boire son urine recyclée et vivre dans une caverne. Voilà. Ce sera le mot de la fin. L'espace est un milieu fascinant à contempler. Mais pour Arnaud Saint-Martin, y envoyer des êtres humains n'a que peu d'intérêt scientifique. Loin d'être une caractéristique naturelle de l'espèce humaine, le désir d'occuper l'espace est une construction idéologique et culturelle. Et la célébration autour de la figure héroïque de l'astronaute scientifique éclipse la nature fondamentalement marchande et militaire de la conquête des étoiles. Pour ses partisans, le retour sur la Lune n'est qu'une étape sur la route de Mars. Mais avant de réfléchir à coloniser la planète rouge, on ferait peut-être mieux de travailler à conserver une planète bleue habitable. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!